Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. Sauf qui peut, c'est le titre du mélodrame qui se joue depuis quelques jours à propos des supposés détournements de fonds destinés à la lutte contre le coronavirus. Dans les premiers rôles, le ministre de la Santé publique et sa collègue de la recherche scientifique et de l'innovation. Des personnalités que l'opinion semble avoir déjà condamnées parce que coupables à ses yeux de détournement de fonds Covid. Le ministre de la Santé publique sait se défendre. Manaouda Malachi dit n'avoir passé aucun marché. C'est le secrétaire d'État chargé des épidémies et pandémies et par délégation de pouvoir qui en avait la charge. Le ministre de la Santé publique a également indiqué que certains marchés dont les attributions sont remises en cause dans le rapport de la Chambre des comptes ont été recommandés par le secrétaire général de la présidence de la République. Manaouda Malachi dit aussi s'être toujours référé aux arbitrages du Premier ministre chef du gouvernement qui a donné son aval pour l'attribution de marchés à certains opérateurs économiques. Madeleine Tchenté, ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, jure, la main sur le cœur, n'avoir rien reçu ni géré pour ce qui est des ressources financières dans le cadre de la riposte gouvernementale contre le coronavirus. Elle renvoie les auditeurs auprès de certains de ses collaborateurs ayant perçu des sommes colossales dans le but de produire localement 5 millions de comprimés d'hydroxychloroquine et 5 millions de comprimés d'azithromycine. L'acquisition de 50 000 tests de dépistage du coronavirus ainsi que la fabrication des gels hydroalcooliques et des masques de protection en tissu. Madeleine Tchenté fait également savoir que ces différents gestionnaires ont reçu des correspondances annonçant la mise à disposition des montants affectés sans passer par le couvert de Madame le ministre comme l'exigerait la démarche hiérarchique. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufelé. Quant à moi, je vous retrouve après le 20h pour Equinox Soir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Covid-Gate, débandade gouvernementale. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Dr Boussi Ernest Neba. You're welcome. Thank you very much, sir. I'm very humbled to be here again to delegate on critical issues that affects our country. I think that us Cameroonians, we can only be Cameroon. Cameroon is passing through difficult moments, the Anglophone crisis when people are dying, people are suffering from psychological stress in the northwest and southwest. Houses are set ablaze, people are really suffering, they're in pain. The military are dying, the non-state actors are dying, the common man is dying. We have the dreadful COVID-19 again. I think that this is a time for us Cameroonians to come together, build our country to peace and justice. Thank you, sir. I want to greet my fellow panelists too. Ok, docteur Neba du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Docteur Maître Ndungé Corentin, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux milliers de téléspectateurs de Equinox Soir. Mes lettres de noblesse vont à votre endroit, Serge Alain, pour ce travail de veille que vous faites de temps en temps pour éclairer les Camerounais sur l'évolution des affaires du pays. Je voudrais dire spécialement bonsoir à mon confrère aîné Maître Guadjokwale et à ma marraine Mafetgo Clémence. Ok. À côté de vous,
Fa Elvis Tayon. Thank you very much. It's my pleasure making present here today. Yes. Greetings to the President-elect, Professor Maurice Kamto, and to President, we have Abel Zongang. We also have President, a host of others that I will just be naming because if you look at President... You wanted to say something. Yeah, I wanted to say something. Why don't you call Penda Ikoka? I'm coming. That's why I'm coming. Yes. That's why I said that I was you still... hesitate. Why? Why are you hesitating? Not hesitating. I was trying to working out to come because we cannot do without these three presidents. Yes. Penda Ikoka, of course, they have quite been doing a lot for us. And also President Bezonga and President Maurice Kamto. And so the trio are those that we called the force to reckon with in this country. So we think that we will be continue to dove our hearts. We'll keep doving our hearts for them for the good job they are doing to put in place what we call a good and a true system of leadership in this country. To fight against the kangaroo system. Of course, with the kangaroo system, you could see that it's really falling apart. And that's why I'll be doubting each time we have probably officials from the ruling party who come on air, probably to defend a system that has already collapsed. It tells you that in the kangaroo system, once the train is already falling apart, everyone who is supporting that system is also a failed kangaroo man, so to say. Thank you. Okay, thank you. Thank you for Elvis. Didn't greet the people of your village, eh? Oh, yes, I'll greet them at the end of it. No, they're not angry. I had told them that I will greet the people of Gunoko close to the end of the program. Gunoko village, you're right. Bonsoir, Dr. Luison Isomba. Bonsoir, Serge Aloltou. Bonsoir à tous vos nombreux milliers de téléspectateurs. Je voudrais, si vous en avez gré, saluer les panélistes avec lesquels nous allons certainement éclairer la lanterne des nombreux téléspectateurs qui nous regardent et passer un bonsoir spécial à tout le fan club Dr. Luison Isomba du côté de Bonabéry. Et il y a une inconditionnelle de cette émission, Maman Agathe, qui nous regarde et qui a souhaité quand même qu'on lui fasse un clin d'œil. Donc bonsoir à tous et merci d'être là. Oui, Dr. Luison Isomba, le gouvernement, comme c'est intitulé là, débandade gouvernementale. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe aujourd'hui? Bien entendu. Le sauve qui peut, c'est chacun qui veut sauver sa tête. Bien entendu. Livre ses collègues, comme ça. Bien entendu, Serge Aloltou. Vous savez, le contexte s'y prête. Nous sommes en pleine guerre de lutte contre une pandémie qui décime, qui est mortifère et qui ravage tout sur son passage. Bien entendu qu'il y a eu un argent qui a été alloué par le Fonds monétaire international, près de 180 milliards. Bien entendu que la distribution de 180 milliards n'est pas chose aisée du tout. Oui. Et compte tenu de cette riposte, vous savez, un État n'est souverain que s'il peut mettre en place des mécanismes sécuritaires pour le bien de leurs citoyens. Un État n'est également capable de faire valoir sa souveraineté que si ses citoyens, de plus en plus, ont un air de liberté et de moins en moins vivent la pauvreté. Et quand on regarde tout cela, on se rend compte que face à un ennemi aussi dangereux comme le Covid-19, l'État a bénéficié d'un appui important du Fonds monétaire international. Et à partir de là, il était question de faire une bonne gestion, une gestion transparente pour que les Camerounais retrouvent la paix et que la lutte contre le Covid-19 soit une lutte efficace. Et l'efficacité ne peut donc passer que par une cohésion gouvernementale. Je vous ai toujours dit sur ce plateau que le gouvernement est structuré autour de deux principes fondamentaux qui sont indispensables pour la cohésion nationale. C'est le principe de la solidarité et de la collégialité gouvernementale. Et à partir de là, on se rend bien compte que dès lors que ces principes sont mis en jeu, la vie des citoyens doit être le centre de préoccupation de nos dirigeants. Alors imaginez-vous donc qu'on injecte 180 milliards pour juguler la crise et bien entendu apporter du soutien aux personnes qui sont atteintes ou malades, que cet argent prend des voies sinusoïdales. Et ça devient donc compliqué, d'où la débandade qui fait le titre de cette émission, qui me semble être une expression normale dans un État où en réalité, tous les ministres d'un gouvernement sont largement impliqués, comme on dit chez nous, mains et pieds et mains liées. Et ça veut donc dire tout simplement que la débandade que nous sommes en train de vivre aujourd'hui se justifie par le contexte. D'ailleurs, vous avez vu que le président de la République, en début de sa magistrature suprême, depuis 1982, je crois en 86, 87,
dans son livre pour le libéralisme communautaire, est venu avec des credos forts, rigueur et moralisation, même si on ne lui prête pas ces concepts-là. Mais c'est dans son livre qu'on retrouve de manière saillante mentionner ces deux concepts. Et on s'est rendu compte qu'au fil du temps, le président de la République a fait justement de sa gouvernance, surtout de la lutte contre la corruption, une de ses batailles fortes. Mais on se rend compte que jusqu'ici, c'est une bataille qui est restée peine perdue. La preuve que les détournements vont grandissant. Oui. On se rend compte que tout un gouvernement presque mis en prison. Tout cela pourquoi? Tout simplement parce que la corruption a atteint des proportions endémiques. Et aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. Nous sommes donc en présence de cette débandade gouvernementale, tout simplement parce que l'argent qui est destiné à sauver les Camerounais a pris donc des voies, a pris des partages entre les membres au sommet de l'État, ce qui amène donc les gens à comprendre que ce concept rigueur de moralisation a été transformé en concept ironique et comique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens vous disent « je vole avec rigueur, si vous parlez, je vous moralise, et si vous continuez, je plonge même dans le frigo de l'État, on ne me fera rien ». Et je pense donc, M. Serge-Alain, que la débandade se justifie et le président de la République doit donc siffler la fin de la débandade. C'est-à-dire qu'il doit prendre, et c'est l'occasion plus que jamais pour le président de la République de siffler la fin de la récréation de cette cour du roi Péto qui est en train de prendre des proportions chroniques et anachroniques. Voilà. Elvis Taillon, est-ce que vous comprenez why is it a lot of panic in the government now? Well, I think that the panic is but normal. Normal? When I say normal, it's Yes. but normal because, you know, you always have panic, but at the end, you don't get something concrete coming out of it. It's so sad, as I said some time ago, that if you look at the way we have been looking at things, you know, with the party CRM and Professor Maurice Kamto, President Pedai Koka and President Abel Zonga, all have been on the verge of preaching the aspect of accountability. You will remember that CRM had been at the forefront preaching on accountability at the level of the SHAN. Of course, you got figures that were overbuilt, as you get the same figures that were overbuilt here in this aspect of COVID-19 funds. So at the end of it, you realize here that the government will obviously panic. But then, why the panic, even if it's a normal issue? It's not because the government wants to track down government ministers stealing such, because a government system that has failed, a kangaroo system that has gone out of proportion, cannot produce any result because they keep recycling the same persons who have been toiling with state coffers for too long. Now, Serge, you will bear with me that we are in Cameroon. Of course, many people will say it is Cameroon. If we were in China, that would be death penalty immediately. If we were in North Korea, it would be death penalty. Why do I say... Il bénéficie encore de la présomption d'innocence. Yes. No, you are right. It will be that. But now you discover that it is an arm of the state that gives you these findings. It is not me. Yes. It is not you. And so unless we want to doubt the credibility of the arm of the state, because if we have state institutions that make their preliminary reports to forward now to the presidency, it means that those preliminary reports have been done following investigations because they are due persons specialized in that field. Now, when you talk about it, Mr. Serge, look at the situation. If you look at it, you have errors from the beginning of the COVID dispatch fund right to the present expenditure, where we have even some part of them that are even missing along the line. Now, if you look at it, you will realize that we have what is called a contract rules and regulations in the country, which is under MINMAP. Yes. Now, when this body was made available, now, that's why I said it is not all persons in the government who are bad. Because we look at Minister Taba Mala. Now, on the 30th of July, 2020, Minister Taba Mala created a special tenders board to cater for the issues revolving around COVID-19. When this board was created, it was now placed at the disposal of the Minister of Public Health. Now, Serge, it will be surprising that from the 30th of July, 2020, since when this tenders board was created and placed at the disposal of the Minister of Public Health till today, no, that board has never functioned. Now, why do we say it has never functioned? Because foul play is along the line. Now, look at what we call irregularities. Now, you have a Ministry of Public Health. You have the Secretary General at the Presidency. Now, under normal condition, even if the Secretary General does not want to go through the tenders board created by MINMAP, it becomes abnormal that you move to a ministry, you bypass a Minister of Public Health, and then you give orders to his paymaster general in that ministry
You order that paymaster general to go on with payment to another firm that will be charged with the creation of face masks and hydraulic. You could imagine what I'm talking about. Now, these are things that are quite evidence because we have it here, and that letter was dated 14th April 2020, signed by the Secretary General of the Presidency, giving special order to the Paymaster General of Minsante, and he was to pay that money to the Director for the Center for Development and Technology. You could imagine. Now, look at the procedure. That you come to somebody's school or we come to Equinox. Now, instead of talking to your boss, another boss now calls but your chief of programs or your subordinate and gives him order to pay. You could see the discrepancies already. Now, those are the issues search. If you look at the companies involved. This on agit dans l'urgence. Yes. It could be in urgency search, but it does not mean that you should bypass protocol. Ouais. If it is urgency, you need to get to the tutelage minister boss in charge who can now in turn instruct his paymaster that you can pay this money based on instruction from the Secretary General of the Presidency. But it was not done. Now look at it, Mr. Search. We have a host of irregularities in it. The ministers have every reason to panic. Why? Because they were not aware of the fact that IMF will insist on accountability before going further for the further dispatch of the sum. Okay. So many in all the ministries now knew that this was free money that had fallen from heaven. And so they could use it the way they like, as they have been using. When a system is kangaroo, I will be surprised if I hear people justifying this, because when you get Supreme State Audit and ARM, and you get Special Criminal Court with irregularities clearly stated, and now only to be forwarded to the presidency because of the instruction that came from the presidency, it will be abnormal if anybody from the said ruling party comes on to justify. Anybody who justifies these kind of reports means that you yourself, as a member of the CPDM, are discrediting these organs put in place by the state. It is a taboo. I will come back because there are several revelations here of a billing and all that, which I will not want to. I want to come back when I come back for the second round. Thank you. Barrister Ndungue, vous comprenez ce qui se passe aujourd'hui dans le gouvernement du Camerounais, des ministres qui sortent sur tous les documents. Il circule un certain nombre de documents depuis que certains ont été auditionnés au TCS pour justifier la répartition des fonds dans le ministère. L'utilisation qui a été faite. Oui, Serge Alain, pour moi c'est tout à fait normal que quand on vous accuse, vous trouvez des voies et moyens pour vous défendre. D'ailleurs, il y a un proverbe de chez moi qui dit que quand tu es en train de mourir, tu dois quand même déchirer la couverture avec les pieds. C'est ce qui se passe dans le gouvernement actuellement. Chacun jette la responsabilité sur ses collaborateurs. Et c'est de bonne guerre. Ce qui me gêne extrêmement, c'est la raison pour laquelle le Fonds monétaire international nous a alloué les 180 milliards pour lutter contre la Covid. C'est l'argent des morts. Ces gens qui sont accusés aujourd'hui, ma foi, sont assez nantis. Et je me dis qu'il n'y a que le rat palmiste pour voler même ce qui ne va pas lui servir. Si je m'en tiens au fait que le rapport d'étape vient de la Chambre des comptes et qui est la crème de la crème des magistrats au Cameroun, malgré ma position d'avocat et que le principe voudrait que quand on est accusé, on est d'abord présumé innocent, des soupçons pèsent assez fort pour que cela soit avéré. D'ailleurs, ces hauts magistrats nous ont fait comprendre qu'il y a une possibilité de 30 procédures de faute de gestion et 10 procédures qui peuvent, des faits qui peuvent donner lieu à des infractions. J'accorde du crédit à cela. Le moment venu, les mises en cause vont apporter leurs éléments de preuve pour essayer de se dédouaner. Mais si nous avons déjà des précédents, comme la CAN, où on parlait de 1000 milliards, 3000 milliards, quelque chose de ce genre, où nous avons crié à haute et intelligible voix qu'il fallait ouvrir des enquêtes et que jusqu'à aujourd'hui rien n'est fait, les mêmes causes produisant les mêmes effets, je suis sûr que ces gens se sont partagés les 180 milliards en se disant, bon ben, ça a toujours été ainsi, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que je me dis,
le leader, qui est le chef de l'État en 2011, nous faisait comprendre dans l'un de ses discours que l'opération Épervier, la lutte contre la corruption, doit prendre de l'envergure et que personne ne doit échapper à cette lutte. Personne ne doit se sentir au-dessus de la loi. J'ose croire qu'il a suffisamment embrayé et que les responsabilités seront dégagées, que les responsables vont payer, parce que nous sommes habitués à la justice de ce pays, que nous décrions parfois de temps en temps. Il y a des bons magistrats, il y a également des mauvais. On va s'organiser pour liquider les brebis galeuses. Il y a des agneaux du sacrifice qu'on va offrir en offrande. Je crois que l'enquête est ouverte et qu'on va laisser les mains libres à ces magistrats, au tribunal criminel spécial, pour faire son travail, et que les responsables de ce que je peux appeler l'un des plus grands scandales soient sanctionnés avec la dernière énergie. Voilà, docteur Boussi, comme disait Barista Ndounké, ce qui arrive aujourd'hui, c'est peut-être parce que... Est-ce que ces personnes-là ont été surprises, ne s'attendaient pas à ce que les événements prennent cette tournure-ci? Parce que comme il dit, il y a eu des précédents, il y a eu des détournements, on n'a rien fait. Mais pourquoi aujourd'hui il y a tant de panique? Thank you very much, sir. I want to say the tension is normal. I want to say, when you look at COVID-19, you understand that COVID-19 is a dreadful pandemic. Many people have died out of the country. Even in Cameroon, people are still dying of COVID-19. If you look at the US, people have died. You go to Italy, people have died. You go to China, thousands of people have died. And the International Monetary Fund supported Cameroon for the eradication of COVID-19. And we appreciated that. I want to say that psychologically, people must panic. People must tremble. There must be that nervousness. There must be that fear, anxiety, psychological trauma at this point in time for those officials. But I want to say that President Paul Biya, if he has been doing this follow-up all the time, it would be very wonderful. I want to applaud President Paul Biya for this gesture of follow-up. I think that let's not focus by saying that it's the International Monetary Fund that is putting pressure. I think that is under the magnanimity of the President of the Republic, President Paul Biya, that wants to see that he brings about justice, he brings about issues of good governance, because these are issues of good governance that we are talking about: accountability of state funds, transparency, equity, because nobody is above the law. And this is the time that President Paul Biya wants to say that no Cameroonian is above the law. Cameroonians are suffering below the poverty line, and President Paul Biya talk of Vision 2035. And we cannot attain a vision without moral rectitude. Because when President Paul Biya's Excellency came to power, he talks about rigor and moralization. Rigor and moralization was all about moral rectitude, morals, fighting against corruption, tribalism, nepotism, just to name a few. And when we are talking about COVID-19 funds, that we are looking at a third generation funds that we want to loan more money, it is been normal that the president, the head of state of Cameroon, come out and say accountability is very, very important. When you look at this, the judicial system is still going on, sir, and I think that it's an inquiry process. We cannot justify now that people have already stolen the money, because it's still a process. At the end of the process, I think that the judiciary, the arm of government, should be allowed to do their work. And I think that the judiciary is the arm of government that interpret the laws of the country, and they should be allowed. The executive should not involve in this judiciary process. Let's allow the judiciary to perform their tasks the way they are supposed to perform, because President Paul Biya wants justice. He wants that we should fight against corruption, nepotism, tribalism, so that people can have the goodwill when giving state funds to manage, because we are talking about mismanagement. And we cannot just conclude here that there have been mismanagement when the judiciary is still doing their work, Mr. Moderator. So I think that let's allow the judiciary to do their work before we can, because I think that these billions, these are huge sums of money that can be put in our health system. We don't have good health system because we think that we need quality health. In Cameroon, we need quality health, and I think that these are issues that you go to most of the common people. There are people who cannot even afford for face masks for even 100 francs, and I think that this money that was meant for COVID-19, the president, His Excellency President Paul Biya, the president of the Republic of Cameroon, is saying that investigation should go on. We cannot sit here and conclude that
that people have already stolen money. I think that if we are talking about accountability, if we are talking about accountability, let's allow the judiciary process to do their work, carry out their inquiry independently, and let all those people who were involved in it, let them justify themselves in the court of law, because I think that Cameroon, the rule of law is very important. I think that this is the time for the rule of law, and if we need to, we must stop borrowing money all the time, sir, because when I look at it, we failed under a heavily indebted poor country sometime in this country, and we have been borrowing money a lot with the International Monetary Fund and the World Bank. I think that if we keep on borrowing money, we should use the money for what is meant, because I keep on saying that Cameroonians are really suffering. Look at the common man. Go to some villages, people don't have food to eat. Roads are bad. As we are talking, roads are bad in Cameroon. I think that we must always use money to do what is meant for. We can talk about the Babachu Road in going to Bamenda. The road is poor there. And if we are talking, people need water. There are places in Cameroon that have not been electrified. We are talking about fighting COVID-19. So I think that at the end of the day, let's allow the court to play their inquiry. Let's not pinpoint fingers on people. Let the court do their job. Permettez, avant d'aller chez le docteur Essomba, vous dites que le président fait bien ce qu'il a entamé là, poursuivre ça. Yes, I said that what the president is doing is very okay, because as the president... Et que dites-vous de ce qui se passe par rapport à la CAN 2019? When we look at the CAN, that's why I said moral rectitude. People need moral rectitude in this country. I think that... Vous demandez au président de faire la même chose? Yes, we will talk to the head of state. And I think vous allez lui dire? We will talk to the head of state, because I think that let's call a spade a spade. Let's call a spade a spade. Vous allez lui dire? The president is aware, and we know that the president is a patient president. Ok, merci. Docteur Louison Essomba, j'ai dit tantôt, docteur Manaouda Malachi pense que il dit qu'il n'a pas touché un fonds. Délégation de pouvoir au secrétaire d'État en charge des épidémies et pandémies, gérer les marchés, et que également le ministre d'État, le Premier ministre, il cite un certain nombre de membres du gouvernement. De l'autre côté, Madeleine Tuenté dit que des collaborateurs, c'est eux qui ont géré, entre guillemets, les fonds débloqués. Quel commentaire vous faites à cette... Tout dans la hiérarchie des infractions, il y a le délit, la contravention et le crime. Je vous avoue que tous ces actes qui sont posés relèvent d'un crime. Techniquement, ça s'appelle les atteintes à l'ordre public économique. Normalement, c'est plus que les marches pacifiques. Il faut le dire ainsi. Alors, quand le ministre de la Santé se défausse sur un secrétaire décédé, vous pouvez imaginer, parce que celui qui était en charge de cette pandémie est décédé. On ne peut que se défausser sur lui. Il ne sortira plus de la tombe de ses sépulcres pour venir se défendre. Et même pour un problème aussi sensible, que vient chercher une délégation de pouvoir ou une délégation de signature? Si c'est même la délégation de signature, c'est lui qui en répondra. Parce que, je le dis toujours aussi, il faut faire une distinction entre une délégation de signature et une délégation de compétences. Alors, si ce n'était que signer, c'est le délégant qui supporte la signature, les effets, les conséquences qui naissent de la délégation de signature. Donc, s'il veut se défausser sur un mort, sur la base, sur le fondement d'une délégation de signature, dont le délégant reste celui qui répond, c'est extrêmement grave. Vous savez, en droit, je ne suis pas pénaliste comme un criminologue, mais ce qui se passe en droit, je passe le contrôle des maîtres, c'est que les preuves se font par tous les moyens. On peut prouver, lorsqu'on est attaqué, lorsqu'on est dans la logique d'une culpabilité, vous pouvez apporter tous les éléments de preuve, pourvu que votre culpabilité soit levée. Alors, si il estime que c'est sur la base d'une délégation de signature qu'il peut se décharger des conséquences qui sont nées, moi j'estime que sur le plan technique, non, il va y répondre des actes. Il va répondre. Alors, le cas de l'autre, Madeleine Tuenté, il semble que les fonds qui lui sont alloués... Non, vous êtes arrêté seulement sur le cas du regretté secrétaire d'État en charge des pandémies. Il y a aussi, parce qu'il dit qu'il y a des marchés, l'attribution des marchés a été recommandée par le SGPR. Bien entendu. Écoutez, quand le SGPR... Il parle de marchés, l'attribution de certains marchés à certains opérateurs économiques qui ont reçu l'aval du Premier ministre. Écoutez, vous savez, l'urgence face à son hiérarchie. Oui, bien entendu. L'urgence n'impose pas ou n'interdit pas le respect des modalités formelles de passation des marchés publics.
Écoutez, quand on fait une passation de gré à gré, ce qui signifie que on tourne le dos aux appels d'offres. C'est-à-dire qu'il y aura une réelle concurrence. Et maintenant, quand on parle là d'un gré à gré, ce qui veut dire que c'est un choix qui est fait à l'avance. Et quand il évoque l'idée de ce que la hiérarchie a dû intervenir, j'espère que la hiérarchie va se défendre. Nous sommes dans le principe du contradictoire, on l'évoquait encore. Écoutez, j'en profite pour saluer et féliciter les juges de la Chambre des comptes, parce qu'ils ont fait un travail remarquable. Mais il y en a qui disent que remettre le travail de ces hauts magistrats. Vous savez, c'est à l'autre tour. On avait minoré ou minimisé le rôle de cette chambre. Oui. Et je crois que les Camerounais aujourd'hui sont en train de comprendre que voilà le vrai gendarme économique. Voilà le vrai gendarme qui lutte contre les. Il y a quand même à sa tête, magistrat Yapap Dou. Voilà, qui est un expérimenté, qui est quelqu'un qui est petit d'expérience, et on l'a vu. Ancien du TCS. Et je vais vous dire une chose, c'est Jalot, tout part même d'abord du fait qu'il n'y a pas les tribunaux régionaux des comptes. Oui. Parce qu'en réalité, tout devait partir des régions. Voilà, des régions. C'est-à-dire que tout cela, là, le tribunal régional des comptes de Yaoundé devait se saisir en premier. C'est-à-dire qu'il devait faire le travail en premier. Et maintenant, la Chambre des comptes connaît donc en deuxième ressort. C'est la raison pour laquelle, connaissant donc en premier ressort, la Chambre rentre dans son rôle de consultatif. Parce que la Chambre des comptes a un rôle consultatif. Ouais. Et c'est à partir de ce rôle consultatif que cette Chambre émet donc un premier avis, c'est-à-dire que le premier avis qui culpabilise un certain nombre de gestionnaires et de comptables de l'État. Et maintenant, dès que le premier avis est rendu, on convoque donc les concernés pour venir assurer et garantir ce qu'on appelle le principe du contradictoire. Et c'est à l'issue donc de cela qu'un avis définitif est rendu par la Chambre des comptes. Et maintenant, c'est genre tout, la Chambre des comptes ne peut prononcer que des mises en débat. Oui. C'est-à-dire que maintenant, pour les questions pénales, de condamnation pénale, on laisse la possibilité au procureur général d'entreprendre et de faire les poursuites. Maintenant, écoutez, le ministre de la Santé a invoqué ou bien convoqué le nom de deux personnalités, le secrétaire général de la présidence de la République et le Premier ministre. Bien entendu, nous avons vu que le Premier ministre, d'abord le secrétaire général de la présidence est devenu ordonnateur à partir de la création de la task force. Il est devenu ordonnateur des dépenses liées au Covid. Donc, c'est lui désormais qui emporte toute la responsabilité. Bon, maintenant, quand à passer un ordre à un ministre de respecter, soit de faire passer un marché, je le dis encore, je reviens dans la même logique, il doit répondre des actes s'il tente vrai que, effectivement, le ministre a reçu, mais encore que, qui fait rapporter les preuves, ces gens-là, tout. Parce que tout le problème aujourd'hui, ce n'est pas, c'est de rapporter les preuves. Vous savez, quand le juge Slick jugeait M. Atalobara, il lui a simplement demandé une seule question: est-ce que vous avez les preuves de vos allégations? Donc, en droit pénal, la preuve se fait donc par tous les moyens. Le Premier ministre va se défendre, au même titre que le ministre secrétaire général de la présidence de la République. Voilà, Elvis, sur cette façon, on va le dire comme ça, de livrer, entre guillemets, ses collaborateurs. Yes, I think, but it's when I see a minister giving that kind of excuse, I call it an excuse and a defense. I think it's not worth it. Such, you must understand. Like if I est-ce que si c'est la vérité, Madeleine Tienté, par exemple, elle dit qu'elle donne les noms des responsables qui ont perçu des fonds. No, such, even if she gives the names of the people involved. Et les montants, bien sûr. And the amount. The first thing is, as a minister who heads that ministry, how do you allow that money to go into other people's hands? Such, I think that when we talk about administration, you are supposed Elle dit justement que ces responsables ont reçu des lettres pour prendre cet argent sans passer par elle, sans son couvert. No, it's right. That's why I said that, such. If people passed to get the money without passing through her. Oui. And like what Dr. Isombai said, if you have your proofs, it could now vindicate her. Ouais. But at the moment, if there are other proofs that you were aware and you did not raise an alarm, it shows that you could also be termed as an accomplice, because if you see a wrong thing opening somebody's search and you cannot point it out or raise an alarm, the next question is, why were you quiet if you were not very comfortable? Because now we see everybody's trying to justify. Now look at it, that if you are at the level of the Minister of Public Health, and you say that you are transferring the issue to the Secretary of State for Pandemics, the question now is, you are the boss of the Ministry of Public Health. Now, if
your subordinates decide to sign things without your knowledge, it's a managerial error on your part. It's the same like if President Paul Biya sits at the 2G and all these ministers at the end of it are guilty of embezzlement, it is a managerial error on the president, which means that he has failed woefully. Mr. Sech, people must be able to take their responsibilities. When I see Dr. Busi, going up and coming down, the head of state is, is rule of law and all the like, I have the impression that he does not understand the term, the separation of power. Dr. Busi, because we call this intellectual dishonesty of the first order. Why do I say so? If you sit and praise the head of state, at the same time you are crying on the road network, which is poor in the country. Search. You are talking about the need to borrow money. At the same time, you are praising the head of state, who even went and probably contracted the IMF to come and give that kind of money for one reason or the other, and the loans we have in their numbers. You could see that sometimes when we are not honest before media platforms, because probably we are getting one or two gary benefits from a kangaroo system, these are the fallouts of how you see how we degrade ourselves as intellectuals before millions of viewers. I will tell you, Serge, that if you go through it, you see, we're talking about like Dr. Busi was talking about we should allow. Serge, once a procedure begins, you could start commenting on the minor issues that are made public by that same institution, because the issue was not in-house. The audit bench of the Supreme Audit Bench do their findings. Now, Supreme Court itself, Special Criminal Court rather, is also taking its own part of the findings. Now, if these findings, as per what they have, the report is made to the public, because how did I get to it? How did they get to it? I'm not sure that we went and bulged into their offices in Yaoundé to pick it up. No. They were made public. Yes. So if they're making it public, I don't see how a doctor on this platform will tell us that no, we don't need to comment on it when there are evidence, when a state institution puts this kind of thing. Now, sir, can you imagine that if, for example, we are at the Ministry of Scientific Research, you have the document there, where they tell you that, all right, we need to produce this quantity of 5 million of chloroquine. 5 million in the country. Yes. And now, how do you explain and how do you justify? As we have CPD and people always justifying, even when they are always evil at all times, to say that from that finding and the report, of course, the commission doubts that how comes that this issue, which was supposed to be done locally, now was instead given an order from out of the country and in India, and the packaging was instead done in Cameroon. You could imagine. Now, when you look at this kind of findings, Serge, how do you justify when that was not the specification as per the contract from the beginning? Because we understand that the Minister of Scientific Research came and defended that we are capable of producing this product, this drug locally. And when the contract was given now, you went out now to procure it from India to do the packaging in Cameroon, given the semblance that it was prepared, it was produced in Cameroon. Now, if this institution, like what Dr. Somba is saying, we must le ministre de la Recherche scientifique s'appuyait sur les dires du directeur de l'Institut de recherche médicale et d'études de plantes médicinales qui a dit qu'il pouvait produire la chloroquine. 5 millions. Yes. Voilà pourquoi il écrit au chef de l'État pour dire qu'on peut. Yes. Le chef de l'État débloque 1 milliard. So it's a problem, Serge, because you, the minister, you defended something, and the head of state saw it and felt that par rapport à l'urgence, parce qu'il y a la pandémie. Oui. Correct. Oui. And so if that money is disbursed to you or disbursed around your level, and if the thing was not done as expected, as an honest minister, you are supposed to have called on the attention of the head of state immediately that this thing is not done as we expected to have done in Cameroon. But look Donc at vous pensez que le ministre de la Recherche scientifique aurait dû tirer la sonnette d'alarme avant pour dire que bon voilà, Mr. n'est pas fait. That is where that's the issue. It's because the house is on fire. Ouais. The CPDM house, because the government is the CPDM, the CPDM is the government. That's why I said that all of them are kangaroo persons. Now, Serge, this is what we call high state robbers. If finally they become guilty, and proven, that will be called high state robbers. Because I said, Serge, we are talking and laughing. Imagine that people are dying in Galabonduka. People are dying in Menyongosala. People have problems over there in Furawa as per COVID-19. And money comes in. And people who are well-to-do, who have more than enough, decides to work otherwise, contrary to the terms. In a public contract, there's what called specification of contract. The lawyer here understands what I'm talking about, Dr. Somba. Whatever specification of contract means that if you agree that you will tar this road from here to this place, using this material, you cannot come after you have collected the money. Instead of using gravel, you start using sand. It means that you yourself are already, you have already at error.
You are already at the error position, and you're supposed to be charged search. So we can look at it that we will always be justifying. The bitter truth in the whole issue is that search. How do you explain to me that you have a test kit that originally from SD biosensor that is supposed to cost 7,054 and 84 francs, now contracts again to another company, Medicine Cameroon SA, and now they pick it up now for 17,500 francs, adding above 10,000 francs. These things are glaring as per the findings of the audit. Mais ils disent qu'ils ont le mercurial là-bas. Hein? Well, search. If they like, they could give the justification they like. Vous avez pris pour le camion de sable, non? Pour la We canne. understand 700,000. So, if we look at all of these as moving search, I think that we will not be honest on this platform if we come and we're justifying, because if these preliminary investigations are made public, it means that the media can be commenting. While bien sûr, waiting, bien sûr. you comment on it while waiting for the final verdict. So, if the CPM man here tells us, no, we should not comment, it means that you are saying that those who made it public surely made an error. Therefore, search, we need to call a spade a spade. The regime has failed, and failed woefully, including Dr. Busi, who is supporting the kangaroo system. Thank you. Permit me, sir. Oui, rapidement. Okay. Thank you very much, sir. Mr. Kangaroo, I think that... no, Mr. Fa Elvis. Mr. Fa Elvis, with due respect, I think that no matter what, if we are talking state issues, we must always give respect to the President of the Republic, the head of state. And I want to say that no matter what, you must give respect to your President. And I want to say that, sir, the findings are still ongoing. And we cannot sit in this platform and justify things. And you yourself, you are in the MRC party. And you know that money was contributed in the MRC party, and no accountability has been given by Professor Maurice Kamto. Professor Maurice Kamto has held several conferences, and if he wanted to rule this country, Cameroon, he is not even honest to Cameroonians. So when we sit here, we are saying that a judiciary process is still going on. 14 billion in your pocket. A judiciary process is still going on, and I want to end by saying that an emergency loan was taken. We are saying that this emergency loan has been taken, but we feel that the people who were responsible, let them go to the court of law, defend themselves, and if they are not able to defend themselves, the court of law will speak the truth. And I want to say that we have created a lot of corruption bots in this Cameroon. President Pobia came up with APDA. President Pobia came up with Operation Sparrowhawk, and I think that we should talk the truth. Yeah, certain things are. We should talk the truth. This is the time that President, if we want to build this country, let those who are responsible there, they should come now and justify their truth. And I think that only the truth and honesty will heal this country, because people are really in pain. I cannot refuse that Cameroonians are not suffering. Cameroonians are in pain, they are in poverty, but it's our collective responsibility to build this country. And it must start from the top. So honesty, and it failed from the top on arrival. It's very important. Okay. Your party, the CRM is not an honest party. We have done our audit and our audit. Your party is not an honest party, and you must have a kind of respect to the President of the country when you are talking. Merci. All right, sir. Be humble. Keep embezzling. Be humble. Keep embezzling. Merci, on vous a suivi. Barista Ndongé, la Chambre des comptes dit quand même que sous réserve du contradictoire, il faut le rappeler. Les personnes incriminées dans le rapport ne sont pas coupables pour l'instant. Oui, c'est tout à fait... Elles doivent apporter la preuve. Oui, c'est tout à fait normal, Serge Alain. Notre constitution, le code de procédure pénale et les différents textes internationaux le disent. Le principe de la présomption d'innocence. Quand vous êtes accusé, vous devez apporter les preuves. Vous devez vous défendre. Mais ce qui m'écoeure un peu dans ce que nous avons appelé la Covid Gate, c'est que des gens accusés se dédouanent d'une façon que moi personnellement je n'arrive pas à comprendre. Le grand frère Dr Essombala évoquait tout à l'heure en parlant de fond en comble de la délégation de signature et de la délégation du pouvoir. Si vous déléguez, en cas de faute, vous le déléguant, vous allez répondre. C'est tout à fait normal. Et je vais parler un peu plus simple.
parce que vous avez évoqué le nom d'un certain nombre de hauts responsables de ce pays, le SGPR, le Premier ministre. Ce sont des gens encore vivants, mais en droit pénal, Serge Alain, si je vous demande d'aller tuer et que vous partez tuer, en sachant que c'est un crime, ça ne vous dédouane pas. Oui. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si l'ordre donné au ministre de la Santé était fondamentalement illégal et qu'il a respecté, il doit répondre. C'est ça. Ça ne le dédouane pas de sa responsabilité. Mais nous sommes encore dans des enquêtes préliminaires. La Chambre des comptes a donné un rapport d'étape. Nous attendons que les comptables et autres puissent se justifier. Et à partir de là, les responsabilités doivent être dégagées. Mais le comportement de ces ministres dont vous avez évoqué tout à l'heure, c'est des comportements normaux de toute personne qui est accusée. Ils ne vont pas croiser le bras et dire « Ok, nous avons volé, envoyez-nous à Konegui et autres. » Non, pas du tout. Et je me plains parce que notre jeunesse que nous avons envoyée à l'Assemblée nationale devait être l'alerte par rapport à un tel scandale. Et je profite de l'occasion pour dire merci et donner mes lettres de noblesse à l'honorable Nietzsche, à l'honorable Nietzsche du SDF, parce que il a adressé plusieurs correspondances au ministre de la Santé relativement à ce scandale. Et je me dis, si en son temps, peut-être il avait répondu en disant, ok, je ne suis pas la personne indiquée, adressez-vous plutôt à tel ou à X ou à Y, on comprendrait aisément que c'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, que le scandale est là, et qu'on se met à jeter les responsabilités de part et d'autre, il y a de quoi, le doute s'installe. Et puis, ce n'est pas bien. Il faudra que cette jeunesse que nous envoyons à l'Assemblée nationale soit l'alerte. Que ça ne soit pas cette jeunesse qui va venir nous dire qu'ils ont 1 million de francs de salaire et qu'ils n'ont plus faim. C'est un peu ça. Je peux conclure à ce niveau. Voilà, Dr Luison et Soba, justement, les parlementaires, est-ce qu'ils ont... Jean-Michel Nietzsche s'est retrouvé tout seul? Il a mené un combat juste et aujourd'hui, je crois qu'il faut lui reconnaître, il faut tirer un chapeau à Jean-Michel Nietzsche. Ok. Voilà, on va revenir après le journal. Madame, monsieur, dans un instant, le journal de 20h, mais tout de suite, les titres. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Sacrament, bonsoir vos invités. Ce soir, nous ferons le point de la situation au Mali. Vous savez, le vice-président, le colonel Goïta, leader des putschistes en août 2020, vient de confirmer que c'est lui qui a ordonné l'arrestation du président et du premier ministre de la transition. Il les accuse d'avoir violé la charte de la transition et annonce leur démission. Vous écouterez ces motivations dans le journal de 20h. Nous ferons le point sur la situation sécuritaire et le chaos politique qui se dessine dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Nous parlerons également dans le journal de 20h d'un geste hautement symbolique posé par le président Macky Sall. Il s'est rendu hier soir à la résidence du président Amadou Ahidjo à Dakar, au Sénégal, un mois après le décès de Germaine Ahidjo, ex-première dame du Cameroun, décédée et inhumée en exil aux côtés de son époux. Vous suivrez comment les collaborateurs du président sénégalais ont rassuré la famille du président Amadou Ahidjo sur les moyens mobilisés pour assurer leur prise en charge au Sénégal. Nous parlerons également dans le journal de 20h d'une affaire qui fait beaucoup de bruit à Baham, là où un jeune a été torturé dans des circonstances encore floues durant son arrestation par des forces de maintien de l'ordre. Que s'est-il réellement passé? Élément de réponse dans quelques instants. Saint-Germain. Justement, ne manquez pas le 20h de Cédric Nouffelé dans un instant. Madame, monsieur, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief.
Retour sur le plateau Equinox-Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie du docteur Boussi Ernest Neba du RDPC. De l'autre côté, vous avez Fa Elvis Taillon du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC. À côté de lui, c'est Baristan Dongé, avocat au barreau du Cameroun et de Gambie. En face, Dr Luzon Issoumba. Dr Luzon Issoumba, une fois de plus, la famille Ahidjo, l'actualité. Et de quelle manière le président Macky Sall qui décide de se rendre chez Ahidjo. Saint-Jean-Léotou, c'est un événement historique et emblématique. Je suis ému de savoir que c'est un président étranger qui puisse poser un acte d'une valeur aussi symbolique. Au-delà du symbolisme, il y a un message qui nous est passé. Lequel? Le message qui nous est passé, c'est simplement que lorsque vous avez eu un chef de l'État qui a servi un pays, quel que soit le mode par lequel il est parti, il y a des considérations qui sont dues à un chef d'État, même après son décès. Je pense que Germaine Ahidjo a combattu le bon combat. Elle a, pendant qu'elle vivait, sollicité de l'État du Cameroun le rapatriement des restes de son mari dans la solennité. Elle n'a pas pu l'obtenir, et même quand elle décède, on aurait pu quand même attendre que l'État du Cameroun puisse au moins déployer un des ministres pour assister au moins à l'enterrement de cette dame qui est également elle aussi partie. C'est avec une main tremblante, et vous savez, c'est Saint-Jean-Léotou, que je vais me diriger vers le président de la République pour lui dire, monsieur le chef de l'État, Ahidjo a transmis le pouvoir pacifiquement au président Paul Biya. C'est resté emblématique en Afrique, on ne l'avait jamais vu. Et une fois que le couple est décédé comme c'est le cas, je pense que la famille n'est pas au-dessus de l'État. C'est l'État qui est au-dessus de la famille. Donc c'est l'État qui doit décider de rapatrier décidément donc, les restes de ce couple, de ce premier couple présidentiel au Cameroun. Parce que je vais vous dire, c'est Jean-Léotou, le chef de l'État, on l'a vu au décès de Justin Dioro, un Bamois, il y a eu des tracassions sur le deuil de ce monsieur et le chef de l'État a décidé qu'il soit enterré à son village. À Kiki. À Kiki. Vous voyez donc que le chef de l'État peut décider justement de la gestion de rapatriement de ces corps au Cameroun, de ce couple présidentiel. Et je pense que la décision lui incombe amplement. Et ce sera, pour ma part, un acte historique et emblématique si le président de la République rapatriait les restes de ce couple présidentiel qui a marqué quand même l'histoire du Cameroun. Voilà, rapidement, on va faire le tour. Mr. Elvis Taillon, what do you have to say about what is coming from Dakar, Senegal? Well, the good thing from Dakar, Senegal is an aspect of humility, because you know we have a system where some regimes are arrogant by their virtue of the way they operate. I would tell you that if it's in Cameroon, you get an order, you are invited to come to the presidency. You will not find the president going down to meet you. Voilà. So now, what beats my imagination is Macky Sall is not a Cameroonian, but he decides to accord humility and respect and going to the house of Amadou Ahidjo and the wife, Germaine Ahidjo. And at the same time, that's not all, but also promising to take charge of their family. That is, any need that is around them, the state, that is Macky Sall as a president, take charge of that. We have never seen this kind of thing before. I understand that if you are in Cameroon and that kind of thing happens to you, they will even forget about you. And that's why you see, I will tie with Dr. Issoumba, who talks of the fact that under normal condition, the head of state is supposed to do all it takes for the corpses to be repatriated. It will be an honor. But I think that above all such, this humility, because when people ruled on Trojan horses, it's only you find the arrogance. People say on va le neutraliser, on va le montrer à gauche à droite. You don't have this humility. People can tell them no, on va arranger, ça va s'arranger. If we had this kind of system with Macky Sall, even in the current crisis search, I would tell that the thing would have ended alone, because you will not get people flaring up and thinking that because they have the power. Of course, Macky Sall tells us that he is a servant. For us here, we are saying that we are leading. And therefore, that bossy attitude is which we must say either you do this thing or you don't do. So I think that we need to close ENAM as it is. ENAM needs to be closed. But tous les problèmes du Cameroun, c'est l'ENAM. ENAM needs to be closed because the kind of persons that come out of it too, at a point in time, as per the formation,
does not give us this kind of virtues we are incarnating, because it is administration, and public administration for that matter. It is very, very important. Voilà, Barista Ndongé, cet acte, ce geste du président Macky Sall, comment l'interprétez-vous? Oui, Serge Alain, pour moi, c'est le bon sens. C'est un geste symbolique. Quoi de plus normal de rendre un tel hommage à un président de la République à qui vous avez offert de l'exil. Je voudrais tendre la main à Dr Essomba en faisant une doléance au président de la République de prendre la ferme décision de rapatrier les restes de la famille Ahidjo. Ça ne coûte rien, mais ça va rester une tâche indélébile dans l'esprit des Camerounais. Et si à jamais ça n'arrive pas, nous allons sortir par la Bible en disant, parfois la mesure avec laquelle nous mesurons, c'est avec la même mesure qu'on nous mesure. Ok, merci. Docteur Boussi, pourquoi le Ahidjo fait... Pourquoi ça coince selon vous? Le rapatriement des restes du président Ahidjo. Mr. Serge, I want to say that in our African tradition, there's what we always say, spirituality. Spirituality, the spirit. And I think that it's high time we respect the spirit of our patriots. And His Excellency Amadou Ahidjo was one of the patriots of this country who fought for nationalism and unity and national integration. And I think that we must honor him and the wife. To be candid, I'm talking like a human being with all humanity, because we must bring this issue of transcendence. Transcendence is all about selflessness, because what President Macky Sall did is what we call extreme. Macky Sall. Macky Sall. Yes, Macky Sall. Yes, Macky Sall. It's just a French word. Thank you. I just want to say that it's an issue of transcendence. Transcendence is all about selflessness, and we'll be praying that let's give honor and loyalty to that family. Okay. They deserve some honor, they deserve some respect, they deserve some values, because I think that we must bring back some values in our country. And I'll be praying that in the days ahead, in the months ahead, in the years ahead, let His Excellency President Paul Biya think about this. We should rethink and bring back the corpse of our first president back to his homeland, so that the spirit can rest in peace. Thank you. Voilà, merci. Le président de la transition Ba-Endo et le premier ministre Mokhtar Ouane ont été démis de leurs fonctions hier. Et pour en parler, nous avons tout de suite en ligne Eric Gambi. Bonsoir Eric Gambi, vous êtes à Bamako au Mali, vous êtes journaliste indépendant et surtout écrivain. Surtout, on vous a vu sur ce plateau Equinox. Bonsoir Eric Gambi, dites-nous comment va Bamako ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir également aux panélistes. À l'heure qu'il est à Bamako, la localité est assez tranquille. Il y a eu un mouvement qui a été annoncé hier pour que les populations sortent à 10h ce matin sur la place de l'Indépendance. Alors, pendant que j'y étais aujourd'hui autour de 12h, il y avait un déploiement de la gendarmerie et de la police, mais il n'y avait pas de manifestants du tout. Donc, Bamako vit un calme relatif, mais en réalité, c'est seulement relatif parce qu'il y a la tension dans l'air. Vous savez sans doute que depuis, vous l'avez annoncé, il y a eu un coup d'État dans le coup d'État, c'est-à-dire que le Premier ministre Mokhtar Ouane et le président de la transition, Bandao, sont en détention dans le camp militaire de Kati. Kati, c'est bien entendu ce détachement où d'où partent, n'est-ce pas, depuis toujours les coups d'État et qui changent l'ordre politique dans ce pays qu'est le Mali. Alors, il y a une situation assez difficile en ce moment. Vous savez sans doute que c'est le mouvement du 5 juin qui a contribué à l'installation du coup d'État. Le mouvement du 5 juin, c'était un mouvement hétéroclite, les partis politiques, la société civile, entre autres. Et dans cette société civile, nous pouvons, n'est-ce pas, bien entendu, parler du cinéaste très connu, Cheikh Oumar Sissoko, qui portait un mouvement qu'on appelle Mali Nouveau,
ou en Bambara, Mali Koura. Alors, donc, c'est cette coalition qui a pacifié le terrain, préparé le terrain, et le coup d'État s'est fait. Malheureusement, par la suite, il n'y a pas eu une part importante de cette société civile, de ces partis politiques dans le gouvernement. Donc, ce à quoi nous avons assisté hier, c'est tout simplement, n'est-ce pas, une sorte d'équilibre des forces dans cette transition civilo-militaire. Le Premier ministre et le président de la transition incarnant le courant civil, malheureusement, n'ont pas pu avoir une place prépondérante en face des militaires qui eux-mêmes veulent garder le pouvoir. Quoique les deux ministres, ceux de la défense et de la sécurité, aient été changés pour d'autres militaires, mais visiblement le nom des deux qui ont été changés, ça fait visiblement mal, n'est-ce pas, du côté de la transition, j'ai dit militaire, avec le colonel Assimi Goïta. Voilà, Eric Gambi, pour le colonel Assimi Goïta, vice-président de la transition, et c'est également l'homme du 18 août 2020, pour le colonel Assimi Goïta, justement, il accuse le président de la transition et son premier ministre d'avoir enfreint à la charte de la transition. Dites-nous, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce qu'on devrait comprendre par là? En réalité, cet article 7 stipule qu'ils ont des hautes prérogatives, les militaires, en ce qui concerne la situation sécuritaire. Alors, ils n'auraient pas été consultés en vue, n'est-ce pas, de la constitution de ce gouvernement. Vous devez savoir que ce gouvernement a été annoncé à l'ORTM, c'est-à-dire à l'Office des radios et télévisions du Mali. Ça a été annoncé publiquement. Et c'était dans le cadre d'un service minimum parce que le Mali est en grève depuis la semaine dernière en ce qui concerne ces services. Alors, dont les militaires accusent le Premier ministre et le président de la transition n'avoir pas respecté les prérogatives militaires. Mais je crois que profondément, c'est la question de l'équilibre des forces au sein, bien entendu, de cette transition civilo-militaire. Les uns voulaient incarner, n'est-ce pas, un retour à la normale avec une plus grande prévalence des forces civiles à l'intérieur de cette transition, mais les militaires la main et voulant privilégier surtout certains d'entre eux. Gambi, dernière question pour sortir. Est-ce que ce qui s'est passé au Tchad par rapport à l'adoubement de la junte militaire là-bas a inspiré le colonel Assimi Goïta? Ce qui se passe aujourd'hui au Mali, est-ce que le Tchad a parlé au Mali? Non, la situation au Mali est une situation totalement différente. Le Mali vit déjà dans une particularité. Le nord du Mali a un mouvement l'Azawad, qui est un mouvement qu'on pourrait qualifier de sécessionniste puisqu'il réclame son autonomie tout au moins, si ce n'est quelquefois l'indépendance. Au centre du Mali, ce pays est très perturbé par, bien entendu, des mouvements djihadistes. Et on connaît une confrontation entre une ethnie qu'on appelle les Dogons et bien entendu ces mouvements terroristes. C'est un pays qui est énormément perturbé par des défis sécuritaires et le commun, le Malien lambda aurait aimé que les militaires se concentrent sur la défense du territoire et lâchent un peu du lest dans le cadre de la transition. Donc, ce qui se passe en ce moment au Mali n'a rien à voir avec les réalités du Tchad, ça n'a inspiré personne. Nous, on semble plutôt penser que nous avons affaire à une armée qui, de plus en plus, s'embourgeoise et a du mal à quitter le champ politique, le champ à partir duquel cette armée, n'est-ce pas, pourrait puiser énormément de ressources. 5e coup d'État au Mali depuis son indépendance. C'est trop quand même, non? Oui. Vous savez, le Mali a une longue tradition de coup d'État, mais beaucoup plus une longue tradition de contestation. Vous savez, les marches ici au Mali sont très encadrées. À partir du moment où vous avez votre déclaration de manifester, la police est présente pour encadrer les manifestations. Vous savez, c'est un pays où la pauvreté est en rampante, il y a aussi une frustration importante, il y a bien entendu, n'est-ce pas, une corruption qui est assez élevée. Donc, autant d'éléments qui font qu'il est possible que de temps en temps des coups d'État s'installent, mais ce coup d'État est particulier, j'allais dire ce double coup d'État est particulier au sens où on ne voit pas, n'est-ce pas, des militaires apporter des réponses concrètes
aux préoccupations des citoyens. À la différence de ce qui s'est passé avec un ATT, militaire lui aussi, mais ayant formé un coup d'État qui avait apporté des réponses pratiques et efficaces à ce pays. On se souvient également, n'est-ce pas, du coup d'État de Moussa Traoré contre Modibo Keïta, qui lui-même avait pu installer, n'est-ce pas, une sémence, notamment la sémence de l'expression démocratique. Si vous arrivez à Bamako, notamment, vous verrez la maison des jeunes de Bamako, maison au sein de laquelle, de temps en temps, vous pouvez retrouver les personnes de tous bords politiques qui peuvent en toute liberté parler, s'exprimer sur l'état du pays et ne pas être d'accord avec l'État. Donc nous sommes en train de vivre une situation particulière au Mali avec ce coup d'État dans le coup d'État, mais nous pensons également que ce pays étant dans une situation difficile, il trouvera, n'est-ce pas, la sagesse afin de s'associer avec ses partenaires, notamment la MINUSTAH, de même que les grands pays, afin que ce pays mérite définitivement, n'est-ce pas, la stabilité. Merci Eric Yombi. Je rappelle, vous êtes journaliste indépendant, écrivain. Voilà. Merci Eric Yombi. Vous interveniez depuis Bamako au Mali. Bon séjour là-bas. Oui, je suis à Bamako depuis une dizaine de jours. Je crois que demain, ce sera la route pour Ouagadougou, Burkina Faso. Bonne soirée à vous. Voilà, docteur Louison Issomba, le Mali, 5e coup de force. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Instabilité, les institutions ne sont pas fortes. C'est quoi? Les hommes sont plus forts au Mali? Ça, j'en tout. Le coup d'État reprend résurgence dans le mode de gestion des États aujourd'hui. Depuis pratiquement 2001, on voit une résurgence des coups d'État qui se justifient par exemple sur le fondement des raisons des crises institutionnelles, des crises constitutionnelles, parfois même des crises économiques ou des crises sociales. Lorsque ces crises perdurent, on en arrive à vivre des occasions comme celle-là. Vous savez, le coup d'État, sur le plan technique et juridique, est un mode non conventionnel et non constitutionnel d'accès au pouvoir, dont la Charte africaine, la démocratie et la gouvernance, tous les instruments juridiques ont souvent condamné l'accès au pouvoir à travers le coup d'État. C'est pourquoi c'est condamné. Et vous convenez avec moi que même quand le coup d'État peut paraître comme une solution à une crise institutionnelle, il ne faudrait pas que les militaires s'accaparent le pouvoir. C'est-à-dire qu'ils peuvent, à un moment donné, encadrer le pouvoir et le restituer aux civils, et même se retirer totalement et ne veiller que, comme ça a été le cas de la charte, ne veiller que à la mise en œuvre de la sécurité. Or, on se rend bien compte dans le cas de l'espèce que la jeune militaire est assoiffée de pouvoir, veut revenir prendre les choses, et comme c'est le cas, c'est-à-dire qu'ils estiment que un gouvernement de transition, le Premier ministre et le président qui mettent en place un gouvernement, aurait violé la charte. Eux-mêmes, en faisant le coup d'État, ont violé la Constitution, en mettant une charte qui vient éliminer une norme fondamentale. Donc il y a là un sérieux problème. Eux-mêmes, ils ne peuvent pas estimer que c'est normal l'acte qu'ils ont posé. La preuve, l'acte est tellement fait enfler la polémique au point où même les populations sortent pour indiquer que ce n'est pas normal. Laissez faire les civils puisqu'ils ne sont pas dans un régime militaire. Donc moi je pense que les choses doivent revenir à leur orthodoxie normale. Les militaires doivent laisser entre les mains des civils l'occasion d'organiser l'État et de sortir de ce désordre institutionnel et constitutionnel. Voilà, Fa Elvis Taillon, 18 août 2020, Assimi Goïta, il revient en 2021. Well, it is just to tell you that... Donc c'était lui le véritable président du Mali. Il était certes vice-président. Ouais. Yeah. Il revient, il dit, il démet de leur fonction. Hein. Yeah. Il démet le vice-président qui démet le président et le premier ministre. Comment comprendre ça? No, you know that in a military setup, or the setup that is not well formed, where the institutions are not much powerful, you have those kind of scenarios. Because Goïta comes back is to let you know that the institutions are not powerful, and that's the problem with French-speaking African countries, where they have powerful persons and not powerful institutions, and that's why we say that the kangaroo system that will cut across Cameroon will cut across all the French-speaking African countries. That's why you see him coming back. So, in a nutshell, you realize such that the military has a role to play to maintain peace, just like what Dr. Issomba was saying. But when you come in, you now give chance. But another problem is we must respect protocol agreements, such
Because if I take over power in a military manner and I hand over to Dr. Esomba, and now Dr. Esomba is constituting a government and he's not consulting me, who placed him there? There is that fear that if I don't address the situation on time, Dr. Esomba might become more powerful. The one who placed Dr. Esomba at that place? No, I'm just giving us an example. yeah, right, yeah. So if I place Dr. Esomba where he is, yes, after I agreed with him that, okay, I am probably the military and he's a civilian, so he should take, these are the terms. In any government, you should consult me. Let's see how I can also get, because when you take over a coup search, there are people from your areas who also have interest to see that you have to protect. Now, if I allow Dr. Esomba and he's becoming powerful and he's no longer consulting me, and putting government in place no longer consulting me, I become scared that if I allow him to become more powerful, it might be difficult to control him. So I arrest the situation ahead. So that is just the idea behind Goita coming back. But I think that the government that is now in the military barracks were supposed to have also respected the terms. In order, if they had done so, this scenario we have here will not have come into place. It's true, it's unconstitutional, but something went wrong somewhere, because surely they were put in place the government, forgot about national unity and the interests of those who were at hand. And that's the same kind of story we have here, where a non result comes out, you have members of the same family inside. It is a kangaroo system. Says they all have to go on retirement, all of them, all the CPDM, including Dr. Busi here. They have failed and failed woefully. Thieves, COVID-19, embezzlement, everything, bad roads and everything. There is nothing good to come from Yaoundé regime as I speak now until they go on leave. Thank you. Ok, Barrister Ndongé, rapidement. Sur la situation, les militaires ont repris en main ce qu'ils avaient semblé avoir donné aux civils. Voilà. Même comme Bando, le président intérimaire, est un ancien militaire à la retraite, un colonel à la retraite. Okay, Serge Alain, let me thank Mr. Elvis. I'm totally share his point of view regarding the respect of the protocol. Vous savez, Serge Alain, on lit les taureaux par les cornes et on lit les hommes par la parole. Si tel est que le protocole stipule de façon claire que le Premier ministre ou bien le président de la transition doit consulter le colonel Goita pour nommer un ministre et qui ne l'a pas fait, il a violé le protocole et c'est tout à fait normal que le colonel Goita redoute le président de la transition. Maintenant, j'aurais dû supporter le président de la transition en disant qu'il faut remettre le pouvoir aux civils. Mais quand j'ai suivi sur une chaîne concurrente tout à l'heure, où les Européens commencent à dire l'Union européenne condamne ce coup d'État, l'Union africaine et tout, ça commence un peu à nous faire réfléchir, parce que nous savons qu'il n'y a pas d'amitié avec ces gens-là. Quand ils commencent déjà à supporter quelqu'un, il y a de quoi s'inquiéter. Donc, si tel est que le colonel Goita récupère le pouvoir dans l'intérêt du peuple malien, ça sera une très bonne chose. Mais je ne suis pas d'accord. Vous légitimez le coup d'État? Je ne légitime pas le coup d'État. Le fait est là. On doit faire avec. Présentement, ils sont détenus dans le camp militaire de Kati. Nous devons faire avec et analyser. Okay. C'est pourquoi j'ai dit, si c'est dans l'intérêt du peuple malien, c'est tant mieux. Mais on doit apprendre à respecter la parole qu'on donne. Oui, rapidement, Dr. Boussi, on the programme. Okay, thank you, Mr. Serge. I want to say that we must try to respect the constitution in Africa. What will make Africa change is the respect of the constitution. Okay. Where you can rule for a mandate, you come back again once, and then you leave it to other people. Which is not the same CPDM. But the truth is that African democracy is still young. It's not yet matured. It's a process. Okay. And with this process, we need change of mindset. What will change Africa is change of mentality, change of mindset, legacy. What can build Africa is legacy. I don't believe in coup d'etat. I don't believe in military junta. I don't believe in military regimes. Look at what is happening in Chad today. Chaos. The military is there. The people don't want the military. Look at what is happening in most Central African countries, CEMAC zones. The military. When the powerful Mugabe was there, the military took him there. But what about the political roadmap of the country? I think that civilian governance is the best. The thing what is killing Africa is an issue of elections. Election malpractices, tribalism, corruption, nepotism, and an economic crisis, and the people are crying. And I think that what will solve, I want to say that the African Union is a toothless bulldog.
I've not always seen the African Union solving the African problems. Merci. I think that we should change our mindset. Thank you. Merci, Dr. Boussi. Merci à vous, Dr. Isomba. Merci, Fael Vistayon, for coming. Thanks very much, Serge. Yes. Merci, Barista Ndongé. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro et qu'il en soit. Bonsoir, montez Jouvence. Bien, merci.